Hello à tous, c'est Camille, CamCam. Je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous embêter avec les cycles métaboliques et la bioche. Du coup, je suis référente UE5 pour ce semestre. Faudra pas hésiter si vous avez le moindre problème pendant l'école ou sur tout ce qu'on pourra vous apporter à nous faire remonter les infos. Nous, on est vraiment ouverts à tout ça. J'espère que ça va bien se passer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo du E5. Donc, cette nouvelle matière que vous avez au second semestre. Elle pèse pas forcément très lourd dans les coefs en fonction des spé, mais il y a quand même pas mal de travail. Donc, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous expliquer les bases pour que vous puissiez appréhender cette matière du mieux possible. Salut à tous, c'est Axel, aka Furextasy, tuteur du E5, meilleure matière du S2, vous allez voir, c'est un truc de fou furieux. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur l'introduction, sur les notions d'anatomie, hyper important à comprendre pour la suite. Vraiment, c'est des bases qu'il faut avoir pour comprendre le E5. Avant de commencer, il faut se rappeler d'une chose, c'est qu'il y a trois types d'anatomie. L'anatomie descriptive, qui par définition est l'étude d'un corps par lui-même. Il y a l'anatomie topographique, qui est l'étude des dispositions et des rapports des différents organes entre eux. Et il y a l'anatomie fonctionnelle, qui est le corps dans ses modifications dynamiques. On en revient à une très grande base pour étudier l'anatomie, c'est la position anatomique de référence. Cette position, elle ne bouge pas, elle est unique, et vous devez la connaître par cœur. Et c'est ça qui va vous permettre de vous repérer et de vous orienter dans les différents plans. Donc, c'est ce qu'on a ici. Donc, c'est sur un corps humain vivant. Le sujet est debout, il a les bras le long du corps, il a les paumes de la main vers l'avant, il a le regard horizontal et il a les pieds joints. Une fois que nous avons parlé de cette position anatomique de référence, on va pouvoir définir des plans. Donc, tout d'abord, vous allez voir le plan sagittal. Donc, c'est celui qui est en rouge. Donc, il coupe le corps en deux parties. Une partie droite et une partie gauche. Donc, ces deux parties peuvent être plus ou moins symétriques. Si ce plan sagittal coupe le corps en son milieu, on parlera de plan sagittal médian. S'il est un petit peu décalé sur un des côtés, donc qu'il n'est pas médian, on parlera de plan parasagittal ou paramédian. Et donc ce plan va permettre de définir des éléments qui vont être dits médial lorsqu'ils vont se rapprocher de ce plan sagittal médian, ou latéral lorsqu'ils vont s'éloigner de ce plan sagittal médian. On peut voir également le plan transversal, donc c'est celui que vous avez en vert juste ici. Et donc ce plan va découper le corps en deux parties. Une partie supérieure que l'on appellera crâniale et une partie inférieure qu'on appellera caudale. Et le dernier plan, le plan frontal qu'on appelle aussi parfois plan coronal, il va diviser le corps en deux parties, lui aussi une partie avant, qu'on va appeler ventrale ou antérieure, et une partie arrière qu'on va appeler dorsale ou postérieure. La première chose que vous devez vous demander lorsque vous étudiez un dessin anatomique, c'est l'orientation que vous avez. Par où vous regardez, qu'est-ce que vous voyez, comment c'est orienté. Donc ça, il y a quelque chose de très simple que vous devez vous approprier, c'est ces petites indications autour du schéma. CR pour crânial, droite pour DTE. Si CR, donc le crânial, est en haut du schéma et que DTE est sur la gauche, ça veut dire que vous regardez votre sujet de cette manière. Il est comme ça face à vous. On prend un autre exemple. Vous avez le CR qui est juste ici et le VLE pour ventral qui est juste ici. Vous ne regardez pas depuis le même angle. Là, vous allez regarder les choses comme ça. Il faut que ça devienne un réflexe à l'avenir. Donc moi, je vais vous parler de concavité et convexité. Ça, c'est deux mots que vous allez retrouver assez souvent dans vos cours. Et c'est important de comprendre qu'est-ce que ça signifie et quelles sont les différences. Pour vous expliquer ça, j'ai avec moi une magnifique assiette. Donc, on va commencer par concave. Concave, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'on a un creux. Vous voyez bien que l'assiette, elle n'est pas droite, elle est creusée. Ici, on parle de concavité, parce que l'assiette, elle est creuse. À l'inverse, la convexité, c'est quand c'est bombé. Et donc là, question à 100 balles, cette assiette, est-ce qu'elle est concave ou convexe? Eh bien en vérité, dire qu'une assiette, un organe, est convexe ou concave, ça veut strictement rien dire. Pour que concave et convexe soient pertinents, on doit préciser le point de vue. Ok? Là, je me place comme ça. Je suis à gauche de l'assiette. Je regarde l'assiette. Et là, je tombe sur le creux. L'assiette, elle est concave vers la gauche. Mais du coup, changement de côté, changement de point de vue, je me place à droite. Ok? L'assiette n'a toujours pas bougé. C'est juste moi, c'est le point de vue qui change. Je regarde mon assiette. Et là, je tombe sur le côté qui est bombé, qui est arrondi.
Donc là, mon assiette, elle va être convexe vers la droite. Donc là, vous voyez que concave vers la gauche et convexe vers la droite sont synonymes. Alors du coup, petit aparté par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc avec l'assiette, je vous ai dit que concave vers la gauche et convexe vers la droite, c'était synonyme. Sauf que c'est pas forcément toujours vrai. Ici, petit exemple de lentille concave, donc divergente, petit souvenir du E3. Ici, on a juste la concavité vers la gauche. Okay, parce que si on se positionne à droite et qu'on regarde notre lentille, vous voyez qu'ici c'est droit et ça ne présente pas de convexité ou de concavité. Du coup, cet objet il est uniquement concave vers la gauche. Donc faites bien attention à ça et ça revient à ce que je vous dis tout à l'heure, de bien vous représenter les corps, les organes en 3D. On va aborder les notions de crânial et de caudal. Donc avec un petit exemple, on va prendre celui de la scapula. On a ici le CR, ici le DTE, donc on se situe bien sur une vue ventrale. On regarde notre sujet de cette manière. Vous avez ici ce qu'on appelle l'incisure coracoïdienne et ici la pointe de la scapula. Donc on peut dire que la pointe de la scapula est caudale par rapport à l'incisure coracoïdienne et que l'incisure coracoïdienne est crâniale comparée à la pointe de la scapula. Les qualificatifs de crânial et de caudal s'utilisent pour le tronc. Pour ce qui est des membres, que ce soit supérieur ou inférieur, on va utiliser les terminaisons de proximal et de distal. Pour illustrer ça, on va utiliser l'exemple d'un os que vous connaissez bien, donc c'est le fémur, le seul os de la cuisse. Ici, vous avez le petit trochanter, que vous retrouvez ici également. Donc ce petit trochanter, il va être plutôt en position proximale sur le fémur, comparé aux épicondyles latéraux et médiaux du fémur, qui vont plutôt être en position distale du fémur. Ils s'éloignent du tronc. Maintenant, on va parler de la différence entre médian et médial. Donc il y a une lettre qui change, et une lettre, ça change toute une proposition de réponse. On va commencer par parler de médian. Au foot, quand on parle de la ligne médiane, c'est quoi? C'est la ligne qui coupe en deux le terrain. C'est en plein milieu du terrain. Okay, pareil, en maths, quand on parle des médianes, on est en plein milieu de la série statique. Et le plan sagittal médian, c'est le plan de profil qui va passer en plein milieu de mon corps. Et donc, à partir de ce plan sagittal médian, avec un N, on va pouvoir définir les termes latéral et médial. Tout ce qui est latéral, c'est ce qui va être loin du plan sagittal médian. Donc, tout ce qui va être écarté de ce plan sagittal médian, on va le qualifier de latéral. Et par opposition à latéral, on va utiliser l'adjectif médial. Médial, c'est tout ce qui est proche du plan sagittal médian. C'est pour ça qu'on peut définir un épicondyle médial et un épicondyle latéral ici. L'épicondyle latéral est plus éloigné de l'axe du corps que l'épicondyle médial. Et donc on peut dire que le radius est en position latérale par rapport à l'ulna, et on peut dire que l'ulna est en position médiale par rapport au radius. On continue toujours avec un petit peu de vocabulaire. Par rapport à un plan sagittal médian, on va pouvoir décrire les reins, donc qui sont des organes bilatéraux et qui sont également des organes contralatéraux. On en retrouve un de chaque côté de ce plan sagittal médian. Toujours par rapport à ce plan sagittal médian, on va pouvoir dire que le foie, que vous voyez ici, est un organe unilatéral, globalement. C'est également le cas de cette structure anatomique qui est l'appendice vermiforme, qui est responsable de l'appendicite. C'est un élément unilatéral. On la retrouve que d'un seul côté de ce plan sagittal médian. On va pouvoir dire également que le foie et l'appendice vermiforme sont des structures qui sont ipsilatérales. Elles se situent du même côté de ce plan sagittal médian. Dans cette deuxième partie, on se retrouve pour parler un petit peu des révisions en UE5 et voir comment il est possible de réviser l'anatomie. UE5, c'est une matière qui couple à la fois de l'anatomie et de la physiologie. Donc c'est quelque chose de nouveau pour vous. C'est un apprentissage qui va être vraiment différent de tout ce que vous avez déjà pu voir au premier semestre. Vous avez dû aussi comprendre avec la première partie qu'on vient de vous faire que ça va être super important de réussir à se repérer dans l'espace, à bien visualiser et comprendre comment les différents organes sont articulés entre eux. Et c'est vrai que tout ça, au début du second semestre, ça peut faire très peur parce qu'en anatomie, vous allez avoir beaucoup de cours très rapidement avec un vocabulaire nouveau, des mots nouveaux, des nouvelles notions à appréhender qui sont pas toujours évidentes. C'est normal de pas tout comprendre au début, c'est aussi pour ça que
Le second semestre est beaucoup plus long que le premier. Vous allez avoir beaucoup plus de temps pour apprendre vos cours, beaucoup plus de semaines de révision. Donc vraiment, allez-y progressivement. Vous voyez déjà les grandes lignes de votre cours et au fur et à mesure du semestre, vous serez capable d'aller apprendre tous les petits détails. Faut-il faire ou non les schémas des professeurs? Alors moi j'aurais tendance à dire oui à titre personnel. Les schémas ils sont vraiment là pour illustrer tout ce que le professeur va vous dire à l'oral. Ils vont vraiment vous permettre de visualiser, de vous repérer dans l'espace, de comprendre justement comment les choses sont imbriquées entre elles. Et du coup pour moi c'est super important de baser son apprentissage avec les schémas. Alors après attention, si vous décidez de refaire les schémas par vous-même, il va vraiment falloir laisser votre perfectionniste de côté et ne pas vouloir faire le plus beau schéma du monde. Je sais que moi je suis un petit peu tombée dans ce piège au début et en fait je me suis fait prendre à mon propre jeu parce que je perdais beaucoup trop de temps à simplement refaire mes schémas. Vraiment un conseil, si vous faites vos schémas, tant pis s'ils sont pas toujours très beaux, pas très propres, ne perdez pas trop de temps à les refaire. Après je sais que vous pouvez aussi normalement en récupérer qui sont déjà faits sur le Drive à partir des cours qui sont disponibles. Normalement là en début de semestre, vos cours d'anatomie sont dispensés en distanciel. Vous pouvez aussi utiliser du coup directement les diapos des professeurs avec tous les schémas qui sont déjà utilisés. Faut-il faire beaucoup ou pas de QCM? Alors moi à titre personnel j'avais besoin de faire beaucoup de QCM pour justement essayer de voir le maximum de pièges qui pourraient potentiellement tomber le jour du concours. Après les QCM c'est toujours pareil, si on en fait beaucoup, il faut les faire intelligemment. Ça veut dire que dès qu'on fait une erreur, on va checker dans son cours pour voir un petit peu pourquoi ça n'a pas fonctionné. J'ai aussi fait une grande fiche avec tous les pièges dans lesquels j'étais tombée pour éviter de refaire des erreurs. En anatomie, les QCM peuvent vite être très frustrants parce qu'il y a beaucoup de pièges et ça tient parfois à une seule lettre. Exemple tout bête, mais voilà, on va vous piéger sur des choses comme abduction, adduction. Donc là, on voit bien que ça joue à une seule lettre. On va vous piéger sur des mots qui se ressemblent énormément. Par exemple, coracoïde, conoïde, ronoïde. Enfin, c'est vraiment une matière très frustrante pour ça et c'est pour ça qu'il faut connaître son cours vraiment parfaitement pour être capable de répondre au QCM. Et moi, je sais qu'à titre personnel, faire des QCM, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Du coup, comment réviser l'UE5 concrètement? Ça, j'ai envie de dire, c'est selon vous et selon comment vous fonctionnez. Normalement, là, vous devez déjà commencer un petit peu à vous connaître. Mais je sais qu'il y en a qui vont avoir besoin de refaire les schémas, d'autres qui vont avoir besoin simplement de les lire, d'autres qui vont principalement travailler sur le support écrit. Moi, si je peux vous donner un petit conseil, parce que c'est une erreur que j'ai faite, j'ai tendance à trop axer mes révisions sur les schémas que je m'étais moi-même fait. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas forcément retranscrit toutes les informations qui étaient dans mon cours, dans mon support écrit sur mes schémas. Et en fait, il manquait plein d'infos pour répondre au QCM. C'est important, si vous décidez de travailler beaucoup sur vos schémas, de ne pas non plus délaisser votre support écrit dans lequel vous avez quand même des informations super importantes. Ça me semblait aussi important de vous parler d'une application qui moi m'a été mais vraiment indispensable en première année, que ce soit pour l'UE5 ou que ce soit pour plein d'autres matières, c'est Quizlet. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent déjà. On a aussi Anki qui permet de faire la même chose. En fait, cette application, elle permet de créer des flashcards. Donc flashcards, le principe est tout simple. On a une question sur le recto et quand on appuie, on a la réponse. Et du coup, cette technique des flashcards, alors c'est une technique qui prend un petit peu de temps parce qu'il faut créer vous-même vos propres cartes. Finalement, elle permet de restituer l'information par vous-même et donc de tout le temps réviser activement. Le risque de faire tout le temps des QCM, c'est d'être dans la reconnaissance de ce qu'il y a dans votre cours et finalement on est un petit peu passif, alors que là ça vous pousse à aller chercher par vous-même l'information. Je sais qu'il y en a qui le font aussi parfois à la main. Là, ce qui est pratique, c'est que si vous le faites depuis un ordinateur, genre avec cette application, vous pouvez ensuite transférer toutes vos données sur votre téléphone et par exemple, vous êtes dans le tram ou que vous avez 2 minutes, que vous attendez à la fac, vous pouvez rapidement réviser une liste du E5. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo de Claudel qui explique tout ça extrêmement bien dans une vidéo du premier semestre où elle donne comme ça plein de petits tips sur comment réviser activement ses cours. Autre chose aussi qui va pouvoir vous aider en UE5, ça va être les moyens mnémotechniques. Moi je sais que vraiment j'en ai fait beaucoup pendant toute ma PACES, que ce soit en anatomie ou aussi dans les autres matières. Un moyen mnémotechnique, son objectif c'est vraiment de vous permettre de restituer l'information rapidement et surtout d'éviter de tomber dans des pièges un petit peu débiles. Vous allez vite vous en rendre compte, mais c'est une matière très exigeante et parfois extrêmement frustrante où vous vous dites mais
Comment c'est possible que je sois tombée dans un piège comme ça? Comment j'ai pu ne pas voir ce piège? Tout ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu ensemble comment moi je faisais mes mnémotechniques, et peut-être que ça vous donnera quelques petites idées pour faire les vôtres aussi. Donc simplement, tout ce que je vous dis là, ça me concerne moi, mais l'objectif c'est vraiment que vous arriviez à trouver vos propres moyens mnémotechniques à vous. Donc on commence tout de suite avec adduction et abduction. Donc ce sont deux notions à bien comprendre et à bien différencier parce que c'est un piège vraiment fréquent au QCM. Adduction, c'est quand on va se rapprocher de l'axe du corps, et abduction, c'est quand on va s'éloigner de l'axe du corps. Ce que je me disais pour éviter de confondre ces deux mots qui sont assez proches, c'est que dans adduction on a 2 D et dans se rapprocher on a 2 P, et du coup j'associais ces deux doubles lettres en fait à la même notion. Donc c'est comme ça que j'évitais de confondre adduction et abduction. Vous allez aussi avoir beaucoup de QCM d'ostéologie, et donc piège qu'on vous fera très souvent en QCM, c'est par exemple d'associer une caractéristique du fémur à celle de l'humérus. Donc vous allez apprendre que le fémur normalement a une tête antéversée et que l'humérus a une tête rétroversée. Et du coup, dans les QCM, il ne faudra pas confondre tout ça. Et moi, ce que j'avais fait, c'était de retenir degrés Fahrenheit. Et en fait, Fahrenheit, les 2 premières lettres, ça me donnait mon fémur antéversé. Et les 2 lettres suivantes, ça me donnait mon humérus rétroversé. C'est des choses un petit peu bêtes, mais qui permettent d'éviter de faire l'erreur quand on est un peu stressé. On continue avec les choses, encore une fois, embêtantes à mémoriser, mais qui constituent des pièges très fréquents en QCM. Mais voilà, bien faire la différence entre capitatum et capitulum. Là, on voit bien que ce sont des mots qui se ressemblent beaucoup. Mais du coup, le A de capitatum, je l'associais au A que l'on retrouve aussi dans le mot main. Et le U de capitulum, je l'associais au U que l'on retrouve aussi dans le mot humérus. Bon, j'espère que pour ce moyen mnémo, vous n'allez pas vous dire que je suis un petit peu tordue, mais vous allez aussi avoir différentes valeurs à apprendre en UE5. Donc par exemple, savoir que la tête humérale, elle fait 1/3 de sphère et que la tête du fémur, elle fait 2/3 de sphère. Toujours pareil, on pourra vous poser des questions là-dessus en QCM et inverser les deux valeurs. Du coup, tête du fémur. Fémur, je me disais qu'il y avait 5 lettres, 2/3 de sphère, 2 plus 3 égale 5. Et du coup, c'est comme ça que j'associais la tête du fémur à 2/3 de sphère. D'autant plus que ça tombait bien parce que le diamètre de la tête fémorale est de 50 mm. Voilà, c'est tout pour les moyens mnémo. Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'on vous a un petit peu aidé, ou du moins diverti. Je voulais vraiment vous souhaiter une super belle année à tous. On a probablement dû déjà vous souhaiter beaucoup de réussite. Moi, je voulais en profiter pour surtout vous souhaiter d'être heureux dans votre vie de tous les jours. Là, vous êtes en train de vivre une année pas évidente. N'oubliez pas que vous n'êtes pas que la médecine, vous n'êtes pas que vos études. C'est important de toujours prendre soin de vous et de continuer quand même à faire des choses qui vous font plaisir. On se retrouve bientôt en séance et à plus dans le Vaxibus.